Merci Christelle. Merci, présidence, les directrices, directeurs. Merci d'être là et pour ce moment d'introduction. J'ai mis la muse de Brancusi, la muse endormie de Brancusi, un peu pour illustrer la personne au centre dans sa nudité. Dans sa nudité, et pourquoi? Parce que notre culture, c'est directement notre peau. Elle est superficielle. Et en même temps, si quelqu'un vous touche, soit pour vous caresser, soit pour vous frapper, il vous touche au cœur. Comment est-il possible que ce qui est aussi superficiel soit aussi profond? C'est bien ça notre problème. Comment est-ce possible que si c'est à la fois aussi superficiel et aussi profond, ça se met effectivement beaucoup moins dans les casiers administratifs? Et pourtant, on a bien besoin de définir des politiques précises, avec des organigrammes concrets. Le propos est d'indiquer que, d'une façon générale, on est dans un lieu de mémoire, donc je prends notre mémoire politique, les droits d'homme sont une grammaire de la démocratie, une grammaire de politique. Ça veut dire que ce n'est pas simplement des principes comme ça, généraux, idéaux, mais que c'est une façon d'écrire les liens sociaux. C'est une façon d'écrire ce qui fait le lien entre nous, notamment entre quelqu'un de pauvre, porteur de droits, et quelqu'un qui est un peu plus riche et qui est donc porteur d'obligations, et d'y mettre un lien de droit. Un lien de droit, c'est-à-dire le plus court chemin entre un homme pauvre et un homme riche, si on peut dire ça comme ça. Donc, si les droits de l'homme sont une grammaire de la démocratie, ça veut dire qu'effectivement les sujets au centre, avec les verbes, leurs actions. Ici donc, les personnes avec leurs actions, plus précisément leurs interactions, qui constituent ce tissage social. Et qui fait que, au niveau des droits humains, exerçant cette citoyenneté, ce n'est pas l'État qui est au centre du politique, c'est donc les citoyens en communauté qui constituent l'État. Et les sujets, à ce moment-là, sont eux-mêmes des nœuds dans le tissu social. Et pas simplement des individus comme ça, les uns à côté des autres, mais sont effectivement des nœuds, et sont en même temps des tisserands. Et notre propos ici, c'est de montrer combien est inséparable le fil du culturel et du social, du politique et du territoire. Du culturel, du politique, du social et du territoire, dans tous les sens, peu importe. Le culturel étant ici le lien de savoir, le lien qui permet la circulation du sens. Voilà, donc je suis philosophe, vous l'avez entendu. Je travaille à l'Université de Fribourg, je coordonne l'Institut interdisciplinaire d'éthique et du droit de l'homme, qui est aussi cher à l'UNESCO. Et on a créé en 2004 un observatoire de la diversité du droit culturel, qui est un programme de notre institut. Et dont le but précisément, c'est de dire pourquoi les droits culturels sont touchés. Pourquoi ils sont négligés. Pourquoi on les considère comme étant un besoin qui vient après. Une fois qu'on a un toit, une fois qu'on a un logement, une fois qu'on a à manger, alors on peut aller au cinéma ou à l'opéra. Et donc dans ce sens-là, on a un aveuglement sur le caractère tout à fait fondamental du culturel, et plus précisément du lien entre le culturel et dignité humaine. Ça va pour le son? Tout est question de juste distance, de toute façon. Voilà, donc dans ce programme Paideia, qui nous permet, je vais dire un mot tout à l'heure sur cette notion, de comprendre pourquoi on peut s'enseigner mutuellement. Enseigner, ça veut dire donner des signes,
partager des signes, comment on peut s'enseigner mutuellement pour qu'on soit capable de recueillir des uns et des autres ce savoir qui s'est acquis. Et notamment, c'est ça notre défi, notre objectif. C'est de recueillir, non pas de centrer spécialement sur l'homme pauvre ou sur la famille pauvre, en essayant d'aller vers elle, comme on le dit, dans un langage politiquement correct. Mais plus l'homme pauvre, plus il est muet, donc plus il est difficile à entendre, pour lui difficile à parler, et pour nos oreilles difficile à entendre, parce que la distance est grande. Et donc je crois que ce sur quoi il faut, c'est un petit peu comme dans la famille, hein, si on focalise tout sur l'enfant, ça devient l'enfant roi, et on a quelques soucis. Hein. Si on focalise tout sur le pauvre, on dit pourquoi finalement il est si pauvre, et on a tendance à dire qu'il y est quand même pour quelque chose. Et ce sur quoi il faut focaliser, c'est sur ce lien que j'indiquais à l'instant, entre le porteur de droit et le porteur de devoir. Autrement dit, les droits de l'homme en général, et les droits culturels au sein des droits de l'homme en particulier, c'est précisément ce qui nous permet, j'allais dire, d'auditionner d'abord, en tout premier lieu, hein, de respecter, d'auditionner cette double souffrance. La souffrance de la personne qui est en situation de violation des droits de l'homme, et la souffrance de l'autre personne ou du groupe, des gens qui sont dans une institution ou à titre individuel, familial, qui tentent de lui venir en aide. Et ces deux souffrances qui se font écho, c'est ces deux souffrances et d'autres encore, parce qu'il faut espérer qu'il n'y a pas qu'une personne qui vient en aide, qu'il y en a d'autres derrière. Des gens qui se sentent, beaucoup parmi vous, qui fait ça par cœur et au cœur, qui se sentent bien trop impuissants par rapport à beaucoup de détresse, par rapport à beaucoup d'absence, par rapport à beaucoup de non-sens, par rapport à beaucoup d'aveuglement. Et donc c'est cette double souffrance qui nous appartient d'observer avant quoi que ce soit. Donc c'est ça, si vous voulez, un petit peu notre approche. Et pour juste donner un mot, vous savez, je vais me casser la figure, ça c'est sûr. On va voir si ça marche comme ça. Pour juste un mot maintenant, encore une fois, sur notre mémoire politique. On a l'habitude, comme vous savez, de distinguer entre les droits civils et politiques, d'une part, tradition plus libérale, où l'État doit rester en retrait pour maintenir la liberté individuelle, donc ne pas censurer, ne pas torturer, ne pas s'immiscer dans la vie privée, et évidemment laisser les citoyens s'exprimer au moment des élections ou dans la rue. Et puis l'autre groupe de droits de l'homme, droits économiques, sociaux et culturels, où au contraire l'État doit s'investir pour créer des écoles, créer des hôpitaux, des institutions sociales. Donc avec une approche un peu droite-gauche classique. Et qui évidemment est complètement dépassée au niveau des droits de l'homme. Je ne dis pas que l'approche droite-gauche est dépassée, mais au niveau des droits de l'homme elle est dépassée. Et au niveau des Nations Unies, du droit international des droits de l'homme, on va insister sur l'indivisibilité de tous ces droits, c'est-à-dire qu'ils sont tous l'égalité de tous ces droits, ils sont tous aussi importants les uns que les autres, et ils sont interdépendants. Ça, c'est pas la théorie, parce qu'on en a encore moins. Il n'y a rien de pratique qu'une bonne théorie, mais c'est encore un peu du blabla, hein, de la langue diplomatique, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en cette unité. Et notamment les droits culturels qui ont été très largement oubliés dans cette histoire. Pour la première raison que je vous ai dit tout à l'heure, on pensait que c'était moins important. Et la deuxième raison, on avait compris que c'était dangereux. Et donc dans un pays, notamment un pays centraliste comme la France, où il n'y a qu'une culture nationale, il n'y a qu'une langue, il n'y a qu'un territoire, il n'y a qu'une communauté culturelle, on ne prend pas ce mot en général. Et donc, à ce moment-là, le culturel, c'est la culture nationale. Voilà. Et ça ne va pas très bien avec la diversité. Ça ne va pas très bien avec l'approche des droits, libertés et responsabilités. Pourtant, la devise républicaine, elle va au contraire très bien.
Les droits, c'est l'égalité de droits, les libertés, la fraternité, les responsabilités. Et dans chaque droit, dans l'approche encore droite-gauche simplifiée et assez idéologique, on dit ici c'est essentiellement des libertés, ici c'est essentiellement de l'égalité. Mais cette approche n'a aucun sens, elle est complètement dérivée. Vous avez partout des libertés, partout l'égalité, sinon pas de droit, et partout des responsabilités, puisqu'il y a des co-responsabilités partout. Alors ici, j'ai un problème de l'impression. Non, je vais mettre comme ça. Alors d'où une approche qui est un petit peu plus globale aujourd'hui, mais sur laquelle j'insiste pas, mais c'est pour vous montrer simplement que chaque droit est comme ça un élément de sécurité humaine. Alors, au niveau pour terminer cette mémoire sur le droit humain, ainsi que notre propos, au niveau donc des droits civils et politiques, vous savez que après la Déclaration universelle de 1948 des Nations Unies, l'article 26 sur le droit à l'éducation, l'article 27 sur le droit de participer à la vie culturelle, en gros c'est les deux droits culturels classiques, sauf que le droit à l'éducation est considéré essentiellement comme un droit social, et on ne pensait pas culturel, parce que quand on pensait culturel dans l'oreille, on avait une diversité culturelle. Hein. Donc oui, pour les minorités, il y a un problème, mais pas pour la majorité. Et si la majorité est pauvre, on ne pensait pas que c'était du culturel, on pensait que c'était du social. Aujourd'hui, on va principalement prendre ces deux droits. Et comme après 1948, c'était la guerre froide, et donc on ne pouvait pas réconcilier une approche dite libérale et une approche dite sociale, donc on a fait les deux pactes en 1966. Le pacte international sur le droit économique, social et culturel, articles 13 et 14 sur l'éducation, et toujours le pacte international sur le droit économique, social et culturel, le droit participer à la vie culturelle, et l'autre pacte c'était les droits civils et politiques, en espérant que les États allaient ratifier les deux pactes petit à petit, ce qui se fait progressivement, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont respectés. Et puis, alors, le grand changement, c'est 2001, changement de paradigme politique. 8 jours avant le 11 septembre, c'est l'adoption donc de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, et en 2005, la Convention. Changement de paradigme, date symbolique, évidemment, ça ne peut pas faire un jour, c'est un virage, il est loin d'être terminé. Mais si vous voulez, en gros, avant, on considérait la diversité culturelle comme un obstacle, un frein au progrès, un frein à la démocratie, un danger relativiste pour les droits de l'homme, un frein à la science, un frein à l'économie de marché. À partir de cet acte solennel, la diversité culturelle, c'est patrimoine commun de l'humanité. Autrement dit, c'est une ressource fondamentale, un vivier, richesse. Donc une ressource pour la démocratie. Et on va aller chercher des cultures démocratiques variées. Aujourd'hui, la question en particulier est dans les pays du Maghreb, où on doit trouver une culture démocratique originale, et pas celle qu'on a voulu décalquer plus ou moins. Et on a ça un peu dans la question dans tous les pays du monde, y compris dans nos pays, parce que nos cultures démocratiques aujourd'hui sont faibles par rapport à ce qu'elles pourraient être. Et donc on doit inventer des démocraties beaucoup plus participatives. La diversité culturelle est une ressource pour les droits de l'homme, puisque là aussi, on a quelques soucis. On parle de l'universalité des droits de l'homme, mais qu'en savons-nous? Certains disent encore que c'est une tradition occidentale, ce qui est complètement ridicule, puisque qu'est-ce que c'est que l'Occident? Pour moi, ça n'existe pas. Vous avez un Occident par rapport à un Orient, mais vous n'avez pas un Occident tout court. Vous avez les Pyrénées occidentales par rapport aux Pyrénées orientales. Mais l'Occident tout court, ça ne veut strictement rien dire. C'est un amalgame qui est un trou noir au niveau des politiques. Un trou noir au niveau de la représentation de la diversité culturelle du monde. On n'a pas la même culture ici, ni culture politique, ni culture des droits de l'homme, qu'auprès des États-Unis.
qu'aux USA. C'est pas du tout la même culture. On n'est pas du tout dans le même monde. Et au niveau des cultures politiques, entre Suisse et France, on est diamétralement opposés. Et alors, je prends en culture politique, mais au niveau des droits de l'homme, on a des conceptions aussi extrêmement variées. Et les États, y compris les Nations Unies, s'opposent. Ils font des alliances, mais c'est autre chose. Mais dans la réalité, et à l'intérieur de chacun de nos pays, nous avons une très grande diversité. Je reviendrai sur ce point. Diversité culturelle, donc on va aller chercher dans la diversité des cultures quelle est la conception de la dignité humaine. On travaille pas mal en Mauritanie, on travaille sur l'esclavage en Mauritanie, et dans la langue poulard, le mot utilisé pour dire la dignité, c'est la capacité d'éprouver la honte. Ça, c'est assez concret. Parce que si on se réfère à la dignité, tout le monde est d'accord, ouais, ok, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on réfléchit sur la honte, ça devient plus concret. Et à ce moment-là, c'est toujours important au niveau des droits humains de travailler en voie négative. C'est des violations, on peut se mettre assez facilement d'accord pour dire ça c'est indigne. Maintenant, la réponse c'est autre chose. Et pour la réponse, on a bien besoin de la diversité des cultures pour les comparer. Il y a des gens qui ailleurs ont fait bien mieux que chez nous. Et donc allons chercher autrement, et ça nous amène aussi la créativité. Diversité culturelle pour la science, on en est encore un peu loin dans le monolinguisme américain, mais vous avez quand même beaucoup de gens qui reprennent l'idée que chaque langue est une grammaire. Ils n'ont pas simplement un moyen de communication comme ça, mais donc une logique. Et on va rechercher dans la diversité des sciences, dans la diversité des savoirs, et dans la diversité des langues, une diversité d'intelligence et de logique. Et enfin, la diversité culturelle, c'était tellement classique au niveau de l'économie. En économie classique, c'est quand même bien la diversité qui est la première ressource. La diversité des acteurs, la diversité des modes de production, des modes de circulation, des modes d'échange. Et avec la standardisation, on n'est pas du tout dans un monde libéral. On est dans un monde qui aplatit, qui détruit la diversité. Voilà, donc ça, la déclaration est très large. On a pu mettre les droits culturels dedans au cours de la rédaction. La convention, c'est devenu beaucoup plus financier. On revient essentiellement sur les industries culturelles au sens classique, j'y reviendrai. Je cite encore la convention du Conseil de l'Europe sur le droit au patrimoine, convention cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, qui est originale. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de conventions sur le patrimoine bâti, sur le patrimoine paysager, etc., etc. La convention de l'UNESCO de 2003 sur le patrimoine immatériel. Je ne dis pas un mot tout de suite parce que ça va m'énerver. Je ne pense pas qu'un patrimoine puisse être immatériel, je pense que c'est complètement idiot. Mais c'est un mauvais mot pour définir autre chose, on y viendra. Toute culture passe par les choses, passe par le corps. Et au Conseil de l'Europe, on a été plus malin parce qu'on a fait une convention cadre où on va valoriser effectivement le patrimoine multidimensionnel et précisément le droit de chacun de participer à la patrimoine. Alors en 2007, dans le groupe de travail, on a fait la déclaration de Fribourg, que vous avez dans vos dossiers, que vous trouvez en ligne dans beaucoup de langues, avec pas mal de documents d'interprétation. Et puis en 2009, au niveau des Nations Unies, on a aussi, avec notre observatoire, une coalition d'ONG, une plateforme d'ONG qui travaille auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et on a pu travailler avec le comité qui s'occupe des droits économiques, sociaux et culturels, donc qui surveille le pacte, si vous voulez, qui reçoit les rapports des États, discute avec les États et fait des recommandations, et pour faire une observation générale, numéro 21, sur le droit de participer à l'agriculture. Parce que ce truc-là était complètement oublié. Le droit de participer à l'agriculture, c'était petit, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et donc il faut petit à petit qu'on développe l'interprétation. On peut trouver sur le site des Nations Unies cette observation générale qui a repris une bonne partie des thèses de notre groupe de travail. Et en 2009, aussi une négociation pendant 6 ans, lancée par Cuba, qui proposait la nomination d'un rapporteur spécial
pour le respect des identités et de la diversité culturelle. Donc c'était assez ambigu, il y avait beaucoup de pays la dernière, le groupe occidental était absolument contre, et nos amis des ONG ont pu faire la négociation entre ces groupes pour rendre la résolution beaucoup plus précise, beaucoup plus correcte, c'est-à-dire véritablement un mandat sur les droits culturels, et ça a été adopté en 2009, et une experte indépendante, une pakistanaise, a été nommée, qui fait un travail excellent. C'est la première fois que les Nations Unies, donc les droits culturels apparaissent comme ça, avec leur force et comme un secteur tout à fait essentiel. Voilà, donc ça c'était pour un peu la mémoire politique, pour situer la dynamique du droit, et pour comprendre aussi que c'est complètement en construction. C'est tout frais, 48 c'était hier, et c'est le lendemain de la guerre, on est toujours dans le lendemain de la guerre pour nous et entre deux guerres pour les autres, et c'est aussi dans ces conflits que le droit se forme, je veux dire malheureusement, parce qu'il n'y a pas de progrès humain, y compris il n'y a pas de progrès de la raison, qui malheureusement nous se fasse pas loin d'un précipice. C'est un peu ça. On n'est pas loin. Alors, évidemment, c'est pour ça que je vous dis qu'un droit correspond à une nécessité. Donc il s'agit évidemment de saisir à quel point la dimension culturelle est une nécessité. Alors j'aime beaucoup cette citation de Manuel Solnad, écrivaine française, dans Le Don des Morts, un ouvrage qu'elle a consacré à la littérature, des écrivains qui font le canon de leur écriture. Ce qui sépare un homme cultivé d'un homme qui ne l'est pas, ce n'est pas seulement la possession d'un bien. C'est un chemin qui n'a pas été parcouru, un travail qui n'a pas été fait. Mieux, c'est un lien qui n'a pas été noué avec le monde. Car la culture n'est pas seulement un trésor de connaissances et de sens. La culture est ouverture au monde, arrachement et construction de soi. Si donc la privation de culture sépare les hommes entre eux, si elle creuse entre eux un fossé, elle fait pire encore. Elle les sépare et d'eux-mêmes et du monde. Donc c'est à ce niveau-là que nous avons à nous situer. C'est un niveau difficile, parce que c'est plus concret de voir que quelqu'un manque d'un logement, de voir qu'il manque de culture. Et en plus, si je dis qu'il manque de culture, qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'on ne va pas me taxer d'ethnocentrique, d'avoir une approche un peu pédante, élitiste? Moi j'ai la culture, l'homme pauvre n'a pas de culture. Évidemment, c'est pas ça qu'on va dire. L'homme pauvre n'est pas quelqu'un à qui il manque quelque chose. L'homme pauvre est quelqu'un dont les droits sont violés. Donc, dont les capacités sont là, mais elles sont pressurisées, elles sont humiliées, elles sont, j'allais dire, renfrognées, si on peut dire ça comme ça. Mais oui, ça veut dire, elles sont, en tout cas, niées. La notion de paideia, telle qu'on essaie de l'apprendre ici, je la mets évidemment en lien avec les correspondances de Baudelaire. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est pas ça, notre richesse culturelle? C'est d'avoir, être capable de vivre les correspondances, toutes les correspondances. La nature comme temple, la nature qui parle. Quand je dis la nature, ça peut être effectivement les vivants piliers de la forêt, mais nous aussi, nous sommes des vivants piliers, nous aussi, nous sommes nature. Pas comme les yogourts, mais au sens de puissance, de dynamisme. Et nous tous, nous sommes symboles. Symbole au sens grec, vous savez, symboléo, c'est le verbe qui signifie le mouvement des lèvres ou le mouvement des paupières. C'est-à-dire que quand nous parlons, c'est le corps qui parle. Il y a un lien entre la parole et le corps. Et quand nous sommes frappés par la forêt ou par une architecture surprenante ou par le visage de quelqu'un, eh bien, nous saisissons du familier alors qu'il est étonnant, alors qu'il nous surprend. Pourquoi c'est familier? Il y a quelque part une reconnaissance et donc une redécouverte, quelque chose qu'on ressentait. J'espère qu'aujourd'hui pouvoir correspondre avec ce que vous savez, n'est-ce pas?
comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. On est toujours en clair-obscur et on est pas simplement dans... le clair-obscur, c'est pas du gris, c'est à la fois clair et obscur. Voilà. Et tout ce qui est culture est dans ce sens-là, comme tout ce qui est tendresse, et dans le clair-obscur. Vaste comme la nuit, comme la clarté, les couleurs, les parfums et les sons se répondent. C'est ainsi qu'on va, c'est un peu le fil rouge pour travailler sur pauvreté et richesse culturelle. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez de pauvreté culturelle? Je pense parce que c'est la pauvreté qui fait le plus mal, qui est la plus difficile à voir. Pas seulement difficile à voir parce que l'analphabète se tait et il a honte, certes, que la personne qui a été violée dans tous les sens du terme est humiliée et se sent salie et elle-même coupable, certes, parce que comme disait Camus, il y a un lien entre le bourreau et sa victime, une communauté de mal, d'avoir fait la haine, certes, mais aussi parce que ça fait trop mal à nous à voir. C'est un peu comme la dépression. Si vous avez quelqu'un qui est très dépressif, vous ne pouvez pas vous en occuper tout seul, parce que vous plongez avec. Donc il faut autour faire un filet de sécurité, et puis, je ne dis pas se refiler la patate chaude, mais c'est un peu ça quand même, avec des compétences diverses, etc. Donc le pauvre est amputé du moyen d'accéder aux ressources culturelles. Vous voyez, je définis ici par le domaine culturel. Il est humilié dans sa langue, il est humilié dans ses mains, humilié dans tout son corps. Une femme dans la région de Strasbourg qui disait qu'il ne voulait pas aller chez le médecin alors qu'elle était blessée, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas son corps. Enceinte, elle pensait quand elle mangeait des épinards, elle se demandait si les épinards tombaient sur la tête de son bébé. Donc on a une ignorance qui peut parfois être insoupçonnable et qui ne se dit pas pour cette raison-là. Parce qu'elle savait qu'elle ne savait pas. Elle savait qu'elle ne possédait pas son corps. Ça veut dire ni elle-même, ni son enfant. Désœuvrée. Au sens, on va parfois dans certains quartiers, certains endroits, où les gens n'ont rien à faire dans ce sens-là, et s'ils n'ont rien à faire, ils ne peuvent pas passer dans l'œuvre. Les droits culturels, c'est toujours le lien entre l'œuvre et l'ouvrier. Être désœuvré, ça veut dire être enfermé en soi. N'avoir pas de capacité de pouvoir faire passer les choses de son ventre à ses mains, de sa tête à ses mains, et par conséquent dans les mains des autres, et ne pas pouvoir faire passer les objets aussi de ses mains dans son corps. Et l'œuvre, précisément, c'est cette activité-là qui nous intéresse. Il y a aussi un homme qui travaille avec ATD Caronde. ATD Caronde est une ONG qui est pionnière dans le domaine du rapport entre culture et pauvreté. Qui disait quand il voyait la ville comme ça, il disait quand je pense que mes enfants ne mettront jamais les mains. Ils ne participeront jamais à la cité. D'où la pauvreté culturelle, sans capacité d'être humain, sans capacité d'être reconnu. Donc pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre cela où cela devrait être, c'est-à-dire au cœur du politique et au cœur de l'action politique dans tous les sens grands du terme. L'action politique est à la fois sociale, culturelle, économique, écologique. Pourquoi? Eh bien, on a le problème évidemment de la définition. On va prendre la culture au sens étroit, les beaux-arts et les patrimoines, avec donc un ministère de la culture, le secteur de la culture, alors à géométrie variable selon les cultures politiques, mais évidemment, ce n'est pas lié directement à l'éducation, par exemple, ce n'est pas lié à l'information, etc. Et vous savez qu'en 1982, dans la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles, cette définition a été adoptée. La culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société qui englobe, outre les arts, les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Donc définition large. Et là on a un problème.
On est plus ou moins tous d'accord pour dire que cette définition est la plus intéressante. Pourquoi? Parce que si on prend culture et sens étroit, on a des clivages. Or, si on aime le théâtre et si on pense que tout homme, toute femme doit pouvoir faire une expérience de théâtre, soit de jouer même, soit d'y participer d'une façon ou d'une autre, eh bien c'est qu'on pense que le théâtre, c'est pas seulement une distraction, même si hier, aux Nations Unies, c'était les délégués d'Haïti qui pensaient que le rôle de l'artiste était un rôle de divertisseur, et surtout pas politique. Alors il y a beaucoup de pays aussi qui sont en train de vouloir verrouiller les libertés artistiques et donc qui pensent cela, et qui le disent ouvertement. La culture est sans limite. Et nous pensons, nous, au contraire, que si on va au théâtre, c'est pour apprendre à vivre. C'est pour apprendre comment on joue avec sa personnalité. C'est pour comprendre ce que fait cet acteur qui est là, ou ce groupe d'acteurs qui est en train de faire quoi? Il prend un texte, un tas d'encre sèche sur le papier, il l'interprète avec toute sa mémoire physique, ses sens. Voilà. Il lui donne une vie. Il prête, il lui donne une vie. Avec le metteur en scène, avec les autres acteurs. Et puis, quand ça fonctionne bien, on parlera d'une interprétation authentique, si vous êtes d'accord, c'est-à-dire on sent que ça vit, peut-être que c'est pas celle qu'on aurait préférée, mais ça vit. Et donc, en tant que public, assis là, on est touché, et éventuellement touché en profondeur, et on est content, parce que si on est venu au théâtre, c'est pour ça, on sait que la vie est courte, et que si on veut voir Antigone, ça doit nous apprendre quelque chose. On l'a déjà vu, on l'a lu, mais là, on veut une nouvelle interprétation, on veut comprendre ce grand drame de l'humain, toujours présent. Et si ça marche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez cet acteur qui est allé puiser au fond de lui-même, et au fond de toutes ses ressources culturelles, et dans les ressources de sa mémoire, il est allé puiser une sorte de flot, de flux, de rivière, et qui passe. Voilà. Ah, pourquoi? Je répondrai à la question tout à l'heure. Mais ce que l'on voit, c'est que, effectivement, la culture, c'est la culture familiale. Si ça, c'est pas la culture, qu'est-ce que c'est? La culture, c'est la cuisine. C'est la cuisine au sens, pas simplement des recettes, mais du repas familial. Que la culture, c'est une façon de se loger, de s'habiller, etc. Et qu'il faut à tout prix faire un lien entre ce que d'aucuns appellent la culture savante et la culture de la vie quotidienne, définition que je récuse. Pourquoi? Parce qu'il nous convient que la culture de la vie quotidienne soit savante, elle aussi. Mais on comprend un peu culture académique, on pourrait dire, culture institutionnelle et culture vécue. Mais ces termes ne sont pas très bons. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de faire des clivages. Au contraire, on voit bien que ce qui compte, c'est une continuité. Il faut que nos villes soient enrichies par nos théâtres, que nos places et nos rues soient enrichies par les institutions les plus officielles, comme par l'activité du marché, comme, etc. Que nos gares ne soient pas simplement des lieux où on prend le train, mais que ce soit des lieux de rencontre. Et on sent bien que c'est là-dedans qu'il y a la richesse culturelle. Mais là, on a un problème. Parce que si on voit que c'est bien la définition large qui est importante et qui est la plus légitime, qu'est-ce qu'on fait en politique avec une définition large? Et donc, au niveau des Nations Unies, au niveau politique en général, dans la politique des États, eh bien, oui, d'accord, la culture c'est tout ça, et puis une fois que vous revenez à un organigramme, vous avez le secteur culturel. Parfois, on fait du transversal, mais ce n'est pas forcément une solution. Et donc, dans notre déclaration, dans notre groupe de travail, on travaille depuis 20 ans sur tous ces éléments-là. C'est un long mûrissement qui est avec un groupe international et des recherches dans pas mal de pays. On a l'approche de droit de l'homme. Et donc, je vous disais tout à l'heure, le droit de l'homme, c'est une grammaire du politique, c'est concret. Pourquoi? Parce que le droit, c'est à la fois la personne au centre, mais c'est ce tissage. Et donc, c'est aussi la complexité au centre.
D'où cette définition, on prend la définition large, le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs, les arts, les traditions, les institutions, les modes de vie, etc., par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Donc on ne va plus parler de la culture arabo-islamique, de la culture occidentale, voire même de la culture européenne. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des écosystèmes complètement bricolés dans lesquels vous trouvez tout et n'importe quoi. Amartya Sen avait bien raison dans son livre Identité et violence, Amartya Sen, économiste indien, en disant l'UNESCO est tombé dans le piège tendu par Samuel Huntington et ses amis. Au clash des civilisations, on a répondu par le dialogue des cultures. Vous avez déjà vu des cultures qui dialoguaient? C'est assez bizarre, la construction des leurs. Les leurs, c'est la stérilisation du politique. C'est les hommes et les femmes qui dialoguent. Ici, une femme, vous avez ça en Espagne, un exemple, une femme dans un colloque, une femme voilée, marocaine, qui s'exprime, et puis la responsable, bonne catholique, vous, musulmane portant le voile, et elle dit, mais si je porte le voile, c'est parce que dans mon village au Maroc, c'est la tradition. C'est pas parce que je suis musulmane. Et alors, si maintenant vous avez cette femme musulmane, marocaine, qui discute avec cet autre catholique espagnol, la marocaine, elle était infirmière, peut-être mère de 2 enfants, de 3 enfants. Quelle était sa connaissance de l'islam, et de quel islam? J'en sais rien. Voilà. En même temps, quelle connaissance elle avait de son village, de son territoire, de quelle famille il avait, de grande famille, etc., quelle formation. Et la même chose pour la prof de droit espagnol qui avait aussi pas d'enfant, elle aurait pu, ou une autre qui pouvait être infirmière, avoir elle aussi 3 enfants, etc., avoir une connaissance de la foi chrétienne, catholique, plutôt comme ci, plutôt comme ça, plus ou moins développée, etc., et avec aussi une connaissance de sa campagne ou de sa ville et de son territoire, de ses amis, de sa famille extrêmement variée. Et c'est des personnes comme ça qui discutent. Voilà. Vous n'avez pas un dialogue islamo-chrétien dans ce sens-là, sauf si, effectivement, vous avez des théologiens qui s'affirment comme tels, à savoir si c'est des chiites, si c'est des sunnites, et dans quel cas, quelle est leur obédience. C'est la même chose si c'est des catholiques, des protestants, des orthodoxes, et de toute façon, quel type de catholiques, de protestants, d'orthodoxes, quelle formation. Et à ce moment-là, on peut rentrer, mais encore une fois, ce sera le dialogue de personnes. Qui vont se référer à des ressources culturelles qu'ils vont mentionner, qu'ils vont identifier, et à quel niveau ils les sollicitent, n'est-ce pas? Mais c'est le dialogue des personnes, revenons sur Terre. Et donc à ce moment-là, évidemment c'est différent, parce que vous n'avez plus une structure institutionnelle qui va distribuer de la culture, mais vous avez un État républicain, c'est une communauté de citoyens, qui va essayer de voir où la culture naît, où elle se travaille, où elle s'échange. Et qui comprend bien que ce n'est pas du tout facile, que les libertés culturelles sont sans doute les libertés les plus difficiles. Toute liberté est dangereuse pour un ordre politique, parce que si on donne à chacun la liberté de s'exprimer, qu'est-ce qu'il va en sortir? Mais les libertés culturelles, c'est encore pire, si j'ose dire, ou encore mieux, comme vous voudrez. Parce que non seulement vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de changer les codes d'expression. Alors surtout la difficulté de la liberté artistique, mais c'est vrai pour la liberté académique, qui est de même nature. Voilà. Et c'est vrai pour toute liberté culturelle en général, y compris la liberté d'information, où vous pouvez changer les façons d'informer. C'est vrai pour la liberté d'éducation. On sait très bien que nos systèmes d'éducation sont toujours imparfaits et qu'on doit avoir une créativité pour trouver d'autres modes. D'où une définition un peu générale d'un droit culturel comme un droit à une liberté de vivre son processus d'identification tout au long de sa vie. Donc pas simplement mon identité, mais un processus d'identification que je vais décrire maintenant. Ce qui implique la liberté et la responsabilité d'accéder aux ressources culturelles.
nécessaires au déploiement et à la cohérence de ses choix et responsabilités. Alors, dans un premier temps, je vais définir l'identité comme non pas comme un refuge. On a tendance à dire chacun son identité, donc c'est les ghettos, etc. Mais au contraire comme le lieu d'hospitalité. Et je vais vous présenter juste un schéma dialectique pour montrer comment c'est le lieu même de la vie et comment c'est le lieu même au plus intime de la personne, mais aussi au plus intime du lien social. Quand on a défini les droits culturels, souvent vous avez entendu, on a parlé des droits à la différence. Les minorités, droits à la différence. Alors, quand les Catalans, on a commencé à travailler avec les Catalans, avec les Hongrois, avec les Québécois, qui ont des minorités puissantes et riches. Et les Catalans, ils disent, nous, on n'est pas une minorité. On est un peuple. Ben oui, une minorité, ça ne veut rien dire, si ce n'est un rapport quantitatif, ça ne définit pas un groupe. Alors, quand on est au niveau des impôts, c'est important, ou d'autres choses, mais quand on est au niveau de la culture, on n'est pas une minorité, on est une communauté culturelle, une revendication de ce type. Donc, la différence, ça ne veut rien dire. C'est encore un leurre, n'est-ce pas? Parce qu'on est différent par rapport à soi, et c'est cela qu'il faut définir. Alors, quand quelqu'un est très pauvre, que ses enfants ne vont pas à l'école comme les autres, ou quand il est complètement marginalisé, eh bien, il n'a pas envie que ses enfants soient différents, ils sont bien trop. Il a plutôt envie que ses enfants soient ressemblants. Et chacun d'entre nous, nous allons penser notre identité par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport au sexe, au genre, par rapport à l'arbre, par rapport au sable, par rapport à l'eau. Bref, par rapport à une quantité à la fois d'éléments, de valeurs, de conditions qui sont universelles. Et c'est sur ces conditions universelles que nous allons nous rencontrer. C'est pas universel, c'est pas des machins comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est pas du bois. Mais je cherchais le bois. Et c'est le bois que l'on peut toucher et apprécier ensemble, ou l'air, ou le soleil, ou etc., le corps. Mais nous le vivons effectivement d'une façon particulière, chacun à sa façon. Et donc, vous avez là un espace de liberté pour pouvoir interpréter ça. Nous autres philosophes, quand on a un dualisme, on cherche toujours le troisième. Ici, c'est facile, c'est classique, c'est le singulier. Donc, nous vivons chacune d'entre nous, d'une façon singulière, notre humanité. Être pauvre en culture, c'est ne pas pouvoir faire ça. Mais l'identité, c'est l'unique de l'identique. C'est ça qui signifie l'identité. Et si c'était que unique et identique, ce serait égal à, ça ne voudrait dire rien. Tu vois, je suis, c'est moi, pas, non. Il faut évidemment conjuguer l'unique avec le multiple pour avoir une identité riche. Et donc on est capable à ce moment-là, on est les enfants de deuxième génération d'immigrants, comme on dit, et qui doivent combiner un milieu culturel d'origine, un milieu culturel de vie présente, qui peuvent avoir du côté de leurs parents aussi une diversité de milieux. Et donc, dans la même famille, vous aurez un enfant qui va dire « moi je deviens un petit bordelais parfait voilà. », et qui s'assimile, qui essaie de s'assimiler en disant « je veux surtout être comme les autres ». Et puis vous aurez son frère ou sa sœur qui au contraire dit « moi je veux rester le plus marocain possible, par exemple, et garder apprendre l'arabe, apprendre les biens, aller régulièrement dans le pays, voir cette famille-là, etc. Sans renier évidemment la culture d'accueil, mais trouver un autre mixage. Ouais. Et donc là encore, liberté. Mais vous avez compris, on est libre ici, mais on n'est pas libre de nier l'un des pôles. C'est important. Donc ça fait partie de notre condition humaine comme l'universel et le particulier. Mais la liberté va être fondée ici, en réalité. Alors on peut faire une troisième dialectique entre personne et autre. Je ne peux pas simplement dire qui je suis dans un miroir, n'est-ce pas? J'ai besoin de rencontrer les autres. Et si vous avez beaucoup aimé un livre, pas qui vous a bouleversé,
Qu'est-ce que vous faites? Avec qui? Avec ce qu'on aime. Ouais. Et plus précisément, si vous avez quelqu'un que vous aimez plus, vous allez lui dire, tu vas me lire ce livre dans les 3 jours. Sinon, je ne sais plus quoi parler avec toi. Ça, parce que ça m'a tellement bouleversé que je veux absolument en parler. Et pourquoi vous voulez absolument en parler? Parce que ce psychisme a besoin de communication. Ce psychisme a besoin de relief. Le psychisme a besoin de répondance pour avoir des correspondances. Autrement dit, vous allez parler avec votre ami de ce livre. Et donc vous allez écouter comment, vous allez dire comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez lu, vous allez écouter sa réaction, hein, et vous êtes tout à fait patient de savoir comment l'autre a réagi. De ce fait, vous avez une triangulation de la connaissance, parce que vous connaissez mieux le livre, après en avoir parlé, parce que l'autre aura aimé autre chose que vous. Hein. Vous connaissez mieux votre ami, parce que c'est ça qui vous intéresse, son regard sur le livre, et du coup, vous connaissez mieux vous-même aussi votre spécificité par rapport au livre. N'est-ce pas? Donc toute connaissance comme ça est triangulaire. Vous imaginez les gens qui n'ont jamais été bouleversés par un livre? Les gens qui n'ont été jamais bouleversés par une maison? Les gens qui n'ont jamais été bouleversés par un paysage, ça existe. Si c'est pas ça, la pauvreté culturelle. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre comme troisième terme? Je propose le propre, parce que je dis mon ami. Hein? Je dis mon enfant, mon papa, ma communauté, mon groupe, mon entreprise. On peut s'identifier l'entreprise, quand elle est dynamique, puissante, riche. Mon association, mon institution. Alors, chacun c'est nous, hein, mais le possessif, il est plus ou moins... Vous voyez, mais ce qu'on veut dire par le possessif ici, ça ne veut pas dire que mon fils, j'en fais ce que je veux, n'est-ce pas? C'est plutôt le contraire. S'il m'appelle papa, enfin, quand il était petit, s'il m'appelle papa, c'était plutôt moi qui étais possédé. Et donc, c'est cette possession dans la réciprocité. Hein? Et le propre, ici, je pourrais mettre réciproque. Hein? C'est-à-dire que ma culture, je disais tout à l'heure, s'exprime sur ma peau, mais ma culture ne s'arrête pas à ma peau. Elle se prolonge par le vêtement, elle se prolonge par la parole, elle se prolonge par tous les biens, ce qui est quand même formidable. Parce qu'on peut grandir. Et donc voilà une identité, et au niveau d'une communauté, on va se poser la même question, parce qu'un groupe humain, il va ne serait-ce que la famille. Vous avez une famille, vous dites tiens, il y a la famille qui vit une certaine identité, vous avez votre gamin qui va à l'école, là il rencontre d'autres types d'identités, on fait quoi? Il y a des copains qui sont pas très, vous les trouvez pas très recommandables, hein. Et est-ce que vous marquez plus la différence ou pas? Est-ce que parce que vous donnez le son de piano, il va être marginalisé dans son groupe? Enfin, toutes sortes de questions de ce type que va se poser aussi bien pour un groupe humain qui vit une communauté que pour chacun d'entre nous. Et puis la troisième et la quatrième, on dit, est plus facile à dire, puisque mon identité, c'est un passé. Hein. Je suis là, moi, avec un passé. Et les mots que j'emploie sont des mots pleins de mémoire, des personnes qui me les ont appris, dont j'ai les visages encore dans les yeux, et aussi dans les yeux, j'ai les tableaux qui m'ont bouleversé, les paysages qui m'ont bouleversé, les photographies ou les films, et tout ça, quand je parle maintenant, c'est quelque part, n'est-ce pas? Il y a des choses dont je me souviens présentement, d'autres pas, mais mon passé, il est là, n'est-ce pas? Il est dans mes mains, il est dans mon ventre, il est dans mes mots, et j'essaye maintenant dans la pelote de mots que j'ai en moi, je la déroule pour faire le fil du discours, parce que si vous dites tout à la fois, vous n'y comprendrez rien, moi non plus. Et donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez ce fil et vous refaites votre propre pelote à vous, avec votre mémoire, le sens que vous donnez aux mots, la saveur que vous donnez aux mots et aux images qu'ils évoquent, n'est-ce pas? Et aux liens nouveaux que vous pouvez tisser ou retisser. Et donc, mon identité, c'est du passé au sens du passé qui est déjà là. C'est déjà là. Mais en même temps, c'est du futur, puisque si nous sommes déjà là, c'est bien que nous avons des projets.
Et donc, mon identité, c'est du futur qui est déjà là. Je l'ai aussi en partie dans ma main, pas complètement, mais en partie. Et si nous sommes là, précisément, dans un présent, c'est que nous avons une amplitude de mémoire, une amplitude de projet, qui fait que, et est-ce que c'est pas ça la richesse culturelle? Que nous avons un présent qui lui-même a une amplitude. Quand les gens sont très pauvres, ils ne peuvent pas penser d'avenir, parce qu'ils doivent survivre, donc leur temps est saccadé, et que la continuité du temps n'est pas possible à penser. Et d'ailleurs, très souvent, ils n'ont pas beaucoup de mémoire, leur mémoire a été humiliée. Quand je dis qu'ils n'ont pas beaucoup de mémoire, ça veut pas dire qu'ils sont faibles d'esprit, mais ça veut dire que la mémoire est honteuse. Et que, encore à Tédé Carmon, quand ils vont dans un lieu, un bidonville, un taudis, et qu'ils voient des familles qui sont là depuis 2, 3 ou 4 générations, une des premières choses, c'est d'essayer de reconstituer la mémoire de la famille pour dire qui est tombé. Tu vois? Et si, parce qu'ils ont l'impression que finalement ils sont nuls. Il y avait un étudiant à Cotonou, au Bénin, qui dit ça. Nous, ça fait 60 ans qu'on nous aide, on est nuls, on est pourris, on est toujours aussi pauvres. Il en était complètement persuadé. Et donc, il y a cette honte de soi qui va demeurer. Et donc, si on dit, tiens, c'est ton grand-père, sa famille, il est arrivé tel ou tel problème, ils sont tombés là, ça veut dire que maintenant, il y a une possibilité de remonter. Et donc, notre présence, c'est à la fois cette amplitude du temps, mais c'est aussi le fait que nous faisons un effort en ce moment de concentration pour ramasser ce temps. Et donc, ce présent temporel, c'est aussi un présent que nous faisons mutuellement dans l'attention et qui fait que nous sommes physiquement présents. Et donc c'est bien ça, la richesse de l'identité, est-ce que c'est pas la richesse de notre capacité de présence? Et lorsque quelqu'un s'engage dans une promesse, quelle est sa capacité de présence? Il faut qu'il ait une sacrée confiance. On doit avoir une sacrée confiance pour pouvoir s'engager. Alors, il y a la 5e, rassurez-vous, il n'y en a pas 36. C'est la première. Avec le territoire. Le territoire et l'espace, dialectique un peu classique en géographie. L'espace, c'est l'aspect plutôt infini, c'est les pas. Et tandis que le territoire, c'est l'espace habité. Où on a tracé les chemins, tracé les maisons, tracé sa chambre, tracé des routes, des villes, etc. Et donc, vous avez ici une dialectique importante de l'identité aussi, qui fait que nous avons besoin de circuler, de nous ouvrir, une tradition nomade, mais que nous avons aussi besoin de nous situer, tradition sédentaire, de nous réfugier. Je propose ici le terme d'hospitalier, justement, où la maison est à la fois ouverte et fermée, comme notre corps, comme notre intimité. Et donc vous avez ici l'entremêlement d'une quintuple dialectique, où à chaque fois, encore une fois, vous n'avez pas le choix des pauvres. Essayez. Si une société est complètement individualiste, elle meurt. On a quelques problèmes avec ça ici. Si une société est complètement communautarienne ou collectiviste, elle étouffe ses individus, elle meurt également. Oui. Donc de dire que les droits de l'homme c'est occidental et individualiste, c'est de l'inculture. Dire que les sociétés africaines ou asiatiques sont communautariennes et ignorent l'individu au Japon, c'est de l'inculture. Ça n'est pas vrai. Allons chercher dans les milieux culturels concernés, allons chercher les proverbes, et vous trouverez cette dialectique. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire. C'est comme le rapport homme-femme. Vous avez une société qui méprise complètement la femme, on en a aujourd'hui. Mais c'est des sociétés qui vont très très mal. Et donc on va chercher, mais qui peut dire quel est l'équilibre genre dans une société? Là, c'est un problème absolument fondamental, tout à fait intime et tout à fait politique en même temps, et donc on a bien besoin de comparer les éléments. Et donc à chaque fois, vous avez un espace de liberté. Et on voit ici l'identité comme ce nœud à l'intime du sujet
et qui est en même temps qui définit, si vous voulez, l'espace de notre conscience, je dirais aussi l'espace de notre confiance. Bergson disait la conscience, c'est quoi? C'est être double tout en exigeant d'être un. Hein? Et ça, on le voit. Vous voyez, par rapport à l'enfant, par exemple. Je lui permets pas. On est là, on est dans cet espace de jeu. Hein? Il va falloir décider. Des fois, ça va, mais en général, on n'est pas très sûr. Et après coup, on ne sait pas si on sera sûr, puisqu'on ne sait pas ce qui serait passé si on avait d'autres choix. Donc, on est dans le risque, et c'est bien ça. Alors, on y va un peu au jugé, pour voir effectivement ce qui fonctionne. Donc, cet espace blanc de la conscience, et qui est à la fois, vous avez vu, j'insiste beaucoup sur l'intime, mais en même temps, l'intime est ce qui est aussi intime au niveau social. Je parlais tout à l'heure de l'homme de théâtre. J'ai dit que j'allais répondre à la question que j'avais posée. Pourquoi ça marche? Des fois, pas toujours. Prenez le cas où ça, vraiment, ça marche. Vous avez des gens dans le public, une partie, qui sont tout à fait enthousiasmés. Et qui se rappelleront longtemps. Il y avait avant cette journée et après. Qu'est-ce qu'il y avait? Acteurs. Les acteurs. La troupe. Et aussi des gens qui sont venus pour se constituer en public. Un public, ce n'est pas des gens qui sont assis sur des chaises. Un public, c'est une action sociale. Il a pris un problème, une question, un drame, tragédie, comme vous voudrez, comme on dit, à valeur universelle. Mais il l'a singulièrement